Bonjour et bienvenue dans mon bon sac de livres, je m'appelle Louise et cette année, l'un des défis lecture que je me suis lancé, c'est de lire les 17 livres qui étaient sur ma poutre de lecture. C'est l'équivalent pour moi de ma pile à lire. À ce jour, j'ai lu 7 livres de cette poutre de lecture et je me suis dit que c'était l'occasion de faire le point avec vous sur ce que j'ai lu, sur ce qui m'a plu et sur ce qui m'a moins plu. On commence avec un livre qui est le premier livre que j'ai lu cette année et que j'ai également lu dans le cadre de mon tour d'Amérique en 2026. Il s'agit de L'invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garza que j'ai déjà présenté dans la vidéo dans laquelle je parle du livre que j'ai lu pour le Mexique et c'est celui-ci. Je vais tout de même en redire quelques mots, c'est un livre auquel j'ai donné la note de 10 sur 10 que je vous recommande vivement. Il s'agit d'un récit, ce n'est pas de la fiction. L'autrice enquête 30 ans après l'assassinat de sa sœur, qui a été tuée lors d'un féminicide par son ex-compagnon. Et l'autrice donc enquête sur ce qu'il s'est passé, et plus largement sur les questions de féminicide au Mexique. Pour ce faire, elle présente plusieurs points de vue, et notamment, de manière très intéressante, le point de vue de sa sœur elle-même, qui a beaucoup écrit pendant son existence, et dont on peut donc lire les espoirs, les pensées, les craintes. Depuis la lecture de ce livre, j'ai aussi regardé sur Netflix la série documentaire La Fiscale, qui parle justement du féminicide au Mexique, et qui se concentre surtout sur les femmes, et qui ne fait pas, à mon sens, de sensationnalisme. L'idée, c'est de suivre une magistrate, justement la fiscale, qui lutte contre le féminicide dans un pays où c'est très courant et où la corruption au niveau de la justice existe. Je recommande tout à fait de compléter la lecture ou le visionnage de la série ou du livre par l'un et l'autre. Deuxième livre de ma poutre de lecture que j'ai lu, c'est Le Trou de Hiroko Oyamada. Dans ce roman, une jeune femme, Asa, quitte son emploi et déménage avec son mari dans la maison voisine de celle de ses beaux-parents, à la campagne. Devenue femme au foyer, elle s'ennuie, et un jour, sa belle-mère lui demande de faire une course, mais Asa tombe dans un trou. Tomber dans ce trou semble être le déclencheur d'une série de mystères, notamment l'animal qui a creusé ce trou existe-t-il vraiment? Cet homme qui vit dans une cabane de jardin près de chez elle est-il vraiment celui qu'il prétend être? Sa belle famille lui cache-t-elle quelque chose? Ou l'accident, le fait de tomber dans le trou, l'a-t-elle projeté dans une réalité légèrement différente? C'est un roman écrit par l'autrice de L'Usine que j'avais déjà lu, qui est dans la même veine, un roman assez étrange, qui nous fait à chaque instant douter de la réalité que le personnage nous décrit. J'ai donné la note de 7,5 sur 10 à ce roman japonais. Depuis le Japon, ma poutre me fait traverser le Pacifique, puisque je me suis retrouvée en Amérique avec une très bonne hérétique de Becky Chambers. Becky Chambers dont je n'arrête pas de parler, puisque c'est l'une de mes autrices de science-fiction contemporaine préférée. Il s'agit là d'un recueil de nouvelles, de 5 nouvelles, autour de 5 femmes. Si je dois brièvement résumer ces 5 nouvelles, sans trop en dévoiler, je peux dire que la première se concentre sur le dernier contact entre une scientifique et les animaux qu'elle a étudiés toute sa vie, lorsque sa mission scientifique est abandonnée. La deuxième présente les confidences d'une héroïne malgré elle, cette fameuse très bonne hérétique. La troisième, une mère qui doit dire adieu à sa fille qui part de manière irréversible. La quatrième pose la question: que faire lorsqu'on obtient le plus grand pouvoir de l'univers? Et la cinquième suit une femme qui doit vivre dans un mensonge permanent. Comme le résumé peut vous le faire deviner, ce sont des nouvelles douces, amères, qui touchent à des interrogations humaines à travers des personnages et des situations extraterrestres, qui permettent d'imaginer d'autres manières d'exister, d'interagir, de vivre les questions existentielles humaines. J'ai donné la note de 9 sur 10 à ce recueil. Comme d'habitude, j'aime ce que fait Becky Chambers. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai plus avec moi, je l'ai déjà donné, ce qui peut vous indiquer ce que j'en ai pensé, même si finalement j'ai apprécié quand même le voyage. Je vous en parle, il s'agit de Harriet Tubman Live in Concert de Bob the Drag Queen, qui est un livre donc écrit en anglais et pas encore traduit en français. Et en réalité, même si j'avais ce livre en format physique, je l'ai écouté en version audio, narré par l'auteur, ce qui me semblait plus intéressant. Alors le concept est tout à fait unique. Il se trouve dans ce roman que de nombreuses personnes disparues depuis des siècles sont revenues à la vie. Parmi elles, il y a Harriet Tubman, la célèbre anti-esclavagiste, ancienne esclave, et Harriet décide de donner un sens à son retour sur Terre pour les nouvelles générations. Pour ce faire, elle engage notre narrateur,
qui est un compositeur et producteur musical, pour créer un show unique autour de l'abolition de l'esclavage. Ce point de départ est donc l'occasion pour l'auteur Bob the Drag Queen de parler de manière simple et contemporaine de l'histoire de l'esclavagisme et de son abolition aux États-Unis. Mais c'est aussi l'occasion de thématiser la question de la recherche de la liberté dans un autre domaine, celui de l'homosexualité, qui fait face évidemment à l'homophobie. Donc comme je le disais, l'histoire en elle-même, l'intrigue, le concept sont intéressants, simplement c'est un livre qui n'est pas bien écrit. Et là, je ne peux pas blâmer la traduction, puisque je l'ai lu dans sa version originale. Donc c'est assez dommage, et je lui ai donné la note de 6 sur 10. 4 livres que j'ai lus ensuite et qui proviennent de ma poutre de lecture ont tous été écrits en français, et le premier vient d'un auteur suisse. Il s'intitule « J'aurais voulu être 12 serpents » et a été écrit par Louis Achille. Ce livre est sous-titré roman, même si on se doute à la lecture que certains éléments sont en partie autobiographiques, mais en fait, qu'est-ce que ça change? Donc dans ce roman, un jeune homme raconte par bribes, par collection d'instants, sa relation avec son père, qui est un homme centré sur lui-même, souvent imprévisible et parfois violent. Dans une langue à la fois punchy et poétique, l'auteur pose des questions du type « Qui être quand je ne veux pas être mon père ? Et qui suis-je si je ne suis pas lui ?» Je vais pas en dire plus parce que c'est un court texte, mais je vous le recommande, je lui ai donné la note de 8 sur 10. Et je finis sur 3 lectures françaises, c'est un hasard, hein, c'est l'ordre dans lequel je les ai lues. Mais avant ça, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner si ce contenu vous intéresse, et de laisser un commentaire si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, ou si vous avez des recommandations de lecture à me faire. Merci. J'ai donc ensuite lu un tout petit essai qui s'appelle « Le ministère des comptes publics », compte public écrit comme un conte de fées, et non pas comme les contes de comptabilité. Ce livre a été écrit par Sandra Lucbert. Ce texte court, à la fois direct, acide et drôle, propose une décortication sans concession de la manière dont le discours capitaliste, et en particulier le discours sur la dette publique, opprime les citoyens en verrouillant le langage. Les références dans ce livre ne sont pas toujours faciles à suivre, mais ça vaut la peine de s'accrocher, c'est vraiment un livre assez extraordinaire, auquel j'ai donné la note de 9 sur 10. Ensuite, j'ai lu La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, qui est un livre qui se déroule entre Marseille et Paris, et qui commence par décrire la relation entre une fille et sa mère. On alterne en fait entre les points de vue de deux narratrices, la mère et la fille. Ces deux personnages semblent être à l'opposé, avec une fille qui a une forme de mépris de classe envers ses parents, et notamment envers sa mère, qui est une cagole. C'est-à-dire que c'est une caricature de la femme ultra féminine, blonde peroxydée, habillée en léopard, en paillettes et en rose, avec l'accent marseillais. Au contraire, la fille est montée à Paris pour faire des études, et s'est entichée d'une grande perche de la haute société, riche, bien français, et aussi de droite. Comme je disais, au début, on pense que le livre se concentre sur la relation entre la mère et la fille. Mais petit à petit, l'autrice nous amène de manière assez subtile à déplacer notre regard sur une autre relation, sur la relation entre la fille et son petit ami. Et ce qui s'annonçait comme un roman plutôt drôle, caricatural, devient en fait un roman assez sombre, poignant et subtil sur les relations toxiques et la violence domestique. C'est un livre auquel j'ai donné la note de 8 sur 10. Enfin, j'ai lu le livre Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo, dont je vais aller voir l'adaptation en pièce de théâtre d'ici quelques semaines. Ce texte n'est visiblement pas un roman, même si le nom du narrateur ne correspond pas au nom de l'auteur, puisque le narrateur s'appelle Thésée et l'auteur Camille. Tous les autres éléments semblent pourtant pointer vers un récit autobiographique. Dans ce récit qui semble avoir été écrit d'un souffle, sans point, avec des moments poétiques, le narrateur part du décès de son frère qui s'est suicidé à l'âge de 30 ans. Décès qui a été suivi du décès de leur mère et de leur père. Le narrateur s'est retrouvé seul et a décidé de fuir ce passé tragique en partant en Allemagne avec sa femme et ses enfants. Mais son passé semble le rattraper puisqu'il s'effondre physiquement, ce qui va le pousser à aller interroger son passé, à aller rechercher dans les archives pour comprendre ce qui, dans son histoire familiale, dans ce qu'il appelle des traumas générationnels, a pu amener son frère à se suicider, ses parents à mourir et lui-même à être en souffrance. C'est un livre très intime, très dur, et en même temps qui fonctionne comme une sorte d'enquête généalogique. Mais pourtant, c'est un livre qui n'a pas fonctionné pour moi. C'est un livre qui visiblement veut explorer les questions de psychogénéalogie,
avec des éléments psychanalytiques et d'autres références à des médecines, disons, alternatives, mais qui, à mon sens, restent très en surface, même notamment, par exemple, avec l'utilisation du mythe de Thésée, donc Thésée qui est le nom du narrateur, pour expliquer cette espèce de perte dans le labyrinthe. Pour moi, c'était une manière de faire des références sans avoir complètement compris la profondeur du mythe. Alors peut-être que je suis un peu dure, hein, et peut-être que vous l'avez pas du tout lu de la même manière, donc si c'est le cas, faites-le moi savoir. Mais voilà, moi, au lieu de me toucher, ça m'a un peu repoussée. J'avais l'impression qu'autant la matière est évidemment touchante, intime, émouvante, autant elle est traitée d'une manière qui me met à distance, que je trouve presque superficielle. Je sais pas vraiment comment dire, mais avec presque plus d'intérêt pour l'apparence que donne telle ou telle référence que pour une profondeur de réflexion ou d'émotion. Donc là encore, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible qui est abordé dans ce livre et que chacun le fait à sa manière, c'était juste pas pour moi. Et j'ai donné la note de 7 sur 10 à ce texte. Je me réjouis de voir ce qu'il en est fait sur la scène de théâtre. Et voilà, il me reste donc 10 livres sur ma poutre de lecture pour l'année 2026. Je ferai un point avec vous dès que j'ai avancé dans ces lectures. D'ici là, eh bien, bonne lecture de votre côté et à bientôt. Bye bye!